Le chemin du portage, une épopée. Avant la construction de la première route dans le Témiscouata, les nouveaux arrivants européens ont recherché ardemment une voie d'eau depuis Québec pour se rendre plus à l'est. Il leur a fallu abandonner les rivières Chaudière, Etchemin et du Sud, affluents du bassin versant du Saint-Laurent, qui communiquent difficilement par d'interminables portages avec les fleuves se déversant dans l'Atlantique. De toute manière, ces chemins d'eau ont conduit très tôt vers des terres moins accueillantes des 13 colonies. En outre, la présence d'une longue chaîne de montagnes bordant la rive sud du fleuve Saint-Laurent a toujours été un obstacle majeur à l'ouverture d'un lien rejoignant la région atlantique. En 1535, en remontant ce long fleuve, Jacques Cartier aperçut ce relief montagneux qu'il baptisa les Hautes Montagnes de Angouedo. L'histoire retiendra plutôt les Monts Notre-Dame pour désigner cette portion nord des Appalaches, car c'est bien le 15 août 1535, jour de la fête de l'Assomption, que Cartier les avait observés pour la première fois. Ces monts forment une importante barrière rocheuse allant de la pointe de Gaspé jusqu'à hauteur de l'île d'Orléans. Toutefois, cette muraille présente deux brèches, l'une au sud de la rivière du Loup et l'autre dans la vallée de la Matapédia, permettant un passage plus facile vers l'intérieur des terres. Le premier abaissement important de ces montagnes depuis Québec facilitera la création du chemin du portage, lien terrestre essentiel entre la Nouvelle-France et l'Acadie, et après la conquête, entre le Bas-Canada et les colonies de la côte atlantique. En 1775, la guerre engagée chez nos voisins du Sud par les rebelles contre l'hégémonie anglaise désorganise complètement le service postal de l'Amérique du Nord britannique. Cette première route postale avait été mise sur pied par le célèbre Benjamin Franklin, surtout connu comme l'un des pères fondateurs des États-Unis et pour ses découvertes scientifiques. L'itinéraire utilisé jusqu'alors reliait Québec, Trois-Rivières et Montréal à New York, d'où la malle était ensuite embarquée pour Liverpool pour rejoindre enfin Londres. Les combats au sud de la frontière rendent cette route de toute évidence incertaine. Cette année-là, en 1775, le fort Ticonderoga, un point de passage stratégique sur les bords du lac Champlain, tombe aux mains des rebelles américains. Les liens postaux sont coupés. C'est alors que cette guerre redonnera au chemin du portage notre route, toute son importance. Des Acadiens prenant la relève assurent à ce moment-là le transport du courrier entre Québec et Halifax, en passant par le chemin du portage. Dorénavant, notre malle transitera par le port d'Halifax pour l'aller-retour entre Québec et Falmouth, sauvegardant un lien sécurisé avec la mère patrie. En ordonnant la construction de la nouvelle route dans le Témiscouata, Haldimand avait vu juste. Des guerres avec les Américains allaient éclater. Le chemin du portage devient alors un lien inestimable entre les colonies anglaises de la région atlantique et celles du Canada, une voie militaire majeure au moment de la guerre de 1812. D'ailleurs, à l'hiver 1813, la famille Long reçoit de la visite importante. Le 104e régiment d'infanterie du Nouveau-Brunswick campe chez eux. L'année suivante, ce sera au tour des Royal Marines. Partis de Fredericton, les soldats du 104e doivent se rendre jusqu'à Kingston, au Haut-Canada. Lors de leur passage chez les Longs, ces hommes sont complètement gelés et affamés. Ils vident en bonne partie les provisions de la ferme. Plusieurs d'entre eux souffrent aussi d'engelures, principalement aux mains et aux pieds. Le lieutenant Henry Kent du 104e régiment nous raconte l'étape suivante de leur difficile traversée du chemin du portage. Le 19 février, nous commençâmes notre marche dans le Grand Portage. Ce fut terriblement fatigant, continuellement à monter et à descendre les collines avec de la neige à plus de 100 pieds de profondeur. L'autre division ayant passé avant nous fut d'un grand service, ayant tassé la neige et faisant un petit sentier
juste suffisant pour un homme, mais fréquemment nous glissions à côté du sentier, nous enfonçant dans la neige jusqu'aux épaules. Nous marchâmes la moitié de la nuit. Nous avons dormi encore dans la forêt. La distance à faire était de 38 milles. Dans l'après-midi du 20 février, nous atteignîmes le Saint-Laurent et nous y trouvâmes 30 carrioles nous attendant pour nous amener à Rivière-des-Caps, un petit village français à environ 3000. Pensez-y, c'est 688 000, 1100 km de parcours en plein hiver, à pied et en traîneau que ces militaires ont dû se farcir pour aller prêter main forte aux troupes britanniques des Grands Lacs et bloquer ainsi une invasion américaine projetée. Le chemin du portage a encore confirmé son importance au point de vue militaire pour les Anglais lorsque les Canadiens français se sont opposés aux Britanniques dans les rébellions de 1837 et 1838. Pour remonter vers le Canada, des régiments anglais de l'Acadie passent par le chemin du portage. Sir John Colborne, celui-là même qui a maté l'insurrection des Patriotes et surnommé le Vieux Brûlot, vante lui aussi le rôle stratégique de notre route auprès de Londres. La route commandée par Haldimand d'une longueur de 38 000, environ 60 km, se retrouve souvent dans un bien piètre état, et les utilisateurs s'en plaignent. À maintes reprises, il faut débarrasser les arbres tombés et réparer la route. À différentes périodes, des sommes sont votées et des entrepreneurs de Rivière-des-Caps et leurs hommes sont chargés de corriger la route. Pour mieux entretenir ce chemin et le battre en hiver, on tentera d'établir des colons le long du parcours, et cela à coût de subsides. En 1814, alors que les Longs habitent la ferme à l'entrée sud du chemin du portage près du lac Témiscouata, le gouverneur Sir Georges Prévost déploiera le long de cette route 22 soldats du 10e bataillon des vétérans royaux avec leurs familles. Ces hommes restent sous les soins de l'administration militaire. Une solde leur est versée et pour 4 ans, ils reçoivent des rations. Bœuf et porc salé, farine, biscuits, pois et sans oublier le rhum. Dès que les autorités mettent fin à cette aide alimentaire, la plupart des vétérans vont quitter. La rigueur du climat, le manque de terres cultivables et la suppression des rations réduisent ces pauvres gens à la misère. En 1823, il n'en reste plus que 7. L'expérience avec ces vétérans montre que cette route n'offre que peu ou pas de terres cultivables. 4 ans plus tard, les autorités cherchent un nouveau tracé. Il faut savoir qu'à cette période, la majorité des dépêches importantes en provenance et à destination de l'Angleterre transitent par le Témiscouata. Les courriers, obligés de traverser cette grande étendue de pays sauvages, sont exposés à tous les dangers en l'absence d'habitation sur le parcours. Les autorités militaires se doivent d'apporter une solution. On songe même à un canal allant du lac Témiscouata au fleuve Saint-Laurent, comme celui de Beauharnois au Bas-Canada, qu'on creuse à cette époque à bras d'homme. Quant à l'idée d'un chemin de fer qui serait beaucoup plus long, elle n'est pas retenue parce que trop chère. C'est alors que le lieutenant A.J. Wolfe suggère de partir des hauteurs de la montagne du AA pour aboutir dans la 4e concession de Cacouna. Il en résulterait des coûts moindres et la possibilité de profiter de terres plus propices à la culture. Les études préliminaires pour la construction de la nouvelle route sont déjà avancées quand des troubles à la frontière du Maine obligent le gouvernement à laisser ses projets de côté. Le chemin existant, devant servir au transport des troupes pour contrer les prétentions américaines, doit être amélioré au plus vite. Ce n'est pourtant qu'en 1840 que les militaires terminent la reconstruction quasi complète du chemin du portage et le prolongent maintenant jusqu'à Desgelées, renommé plus tard Desjolies. C'est ce qu'on appellera le Vieux Chemin. Ce conflit à la frontière du Maine résulte des difficultés de partage d'immenses forêts du Témiscouata et du Madawaska où la très lucrative coupe du bois a avantageusement remplacé le commerce de la fourrure.
Malgré les nombreuses guerres antérieures, aucun des traités de paix signés par la suite n'a vraiment délimité les frontières de la région. Selon les revendications territoriales de nos voisins du Sud, le Témiscouata presque en entier leur appartient. La frontière devrait se situer, selon eux, sur la ligne de séparation des eaux, soit environ 15 km du fleuve Saint-Laurent, entre les rivières Vertes et Saint-François. D'un autre côté, pour la Grande-Bretagne, une grande partie du riche territoire boisé du Maine actuel fait partie de l'Empire britannique du Nord, et les bûcherons américains qui viennent y faire chantier n'y sont pas les bienvenus. Depuis plus de 10 ans, on se chicane volontiers dans les environs de la rivière Aroostook et la menace d'une invasion américaine tente à se préciser de plus en plus. Pour sauvegarder leur indispensable voie intérieure, reliant le Saint-Laurent à l'Atlantique, les autorités britanniques doivent prendre des mesures. Des travaux de fortification sur les bords du lac Témiscouata sont confiés au lieutenant Lennox Ingalls du 15e régiment. Au printemps 1839, après la construction du fort sur le lac Témiscouata, on débute l'érection de 2 autres forts, l'un à Dégelé et l'autre à Petit-Saut, souvenez-vous, Edmundston. Avec l'appui du poste militaire de Grand-Sault, les Anglais s'assurent ainsi de bloquer l'accès de la région aux Américains. En août 1842, ce conflit frontalier est résolu. Le traité d'Ashburton a délimité la frontière canado-américaine et mis fin aux hostilités. Les Canadiens conservent leur voie intérieure, faite du fleuve Saint-Jean et du Témiscouata avec son chemin du portage, et les États-Unis obtiennent le riche territoire boisé qui sera rattaché au Maine. La guerre dite non sanglante de l'Aroostook prend fin et les militaires reprennent, eux, le chemin du retour.